Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Le conflit militaire en Ukraine fait rage. Les pays occidentaux y ont envoyé des quantités significatives d'armement alors que la Russie et l'Ukraine ont tenu des pourparlers hier à la frontière avec la Biélorussie. Les solutions diplomatiques sont-elles toujours jouables? Quelle tournure pour cette crise? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Héreuzin, commandateur de CGT1, et en ligne avec nous Monsieur Xu Tieping, spécialiste en relations internationales, et également Elsa Soureux, correspondante de CGT1 à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. L'opération militaire russe en Ukraine est à son 6e jour. Le premier cycle de discussions entre les deux parties s'est conclu au Biélorusse sans déboucher sur un accord immédiat. Cependant, un nouveau cycle de négociations devrait se tenir dans les prochains jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les prisonniers avaient une expérience du combat, seraient libérés afin de défendre la nation contre la Russie. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déclaré que plus d'une centaine de civils, y compris 7 enfants, avaient été tués dans le conflit en Ukraine et que 304 autres personnes avaient été blessées. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a rapporté que près d'un demi-million de personnes avaient fui le pays. Alors que la violence continue de s'intensifier sur le terrain, il y a une lueur d'espoir potentiel avec des pourparlers entre les gouvernements ukrainiens et russes à la frontière biélorusse. En termes de demande, le gouvernement ukrainien est assez clair pour deux d'entre elles. Il veut un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes de son territoire. Moscou reste un peu plus discret sur ce qu'il attend des pourparlers, mais il y a eu des progrès, les deux parties disant qu'elles cherchaient à poursuivre les négociations au cours des prochains jours. Sur le terrain, cependant, il y a plutôt une escalade, les combats se poursuivant dans certaines zones sensibles. L'une d'elles se trouve à l'est du pays, il s'agit de la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande du pays, où l'on fait état de dizaines de victimes à la suite de frappes aériennes russes. C'est ce qu'affirme le gouvernement ukrainien, mais ces informations n'ont pas encore été vérifiées de manière indépendante. Et puis la bataille pour la capitale, Kiev, continue. Lundi soir, une autre frappe de missiles assez importante a fait retentir les sirènes d'alerte d'attaque aérienne. Les sirènes de raid aérien ont aussi retenti ici à Lviv, dans l'ouest du pays. Une chose importante à surveiller est la façon dont le reste du monde va réagir à cette dernière nouvelle. Le président Zelensky a signé un formulaire de demande d'adhésion à l'UE au cours des dernières heures et cela va certainement faire mal à Moscou étant donné que bon nombre de ses actions au cours des derniers mois et des dernières années a été pour empêcher l'Ukraine de devenir membre de l'UE ou de l'OTAN. Du côté de l'Occident, les États-Unis et les autres alliés, le président Joe Biden a affirmé qu'ils vont continuer leur soutien à la défense de l'Ukraine comme ils l'entendent. Et au cours des derniers instants, Moscou a envoyé un avertissement du Kremlin disant que tout pays offrant des armes mortelles au gouvernement ukrainien qui seraient utilisées contre les forces russes seront alors responsables, suggérant qu'il pourrait y avoir encore plus de violence à venir et une nouvelle escalade de cette guerre. La Russie poursuit son offensive et le conflit continue de s'intensifier alors que de premiers pourparlers de paix russo-ukrainienne ont eu lieu hier, mais les résultats sont peu concluants pour l'instant. Monsieur Xu, comment interprétez-vous cette volonté de négociation? Est-ce une vraie volonté de négociation afin de parvenir à s'entendre ou qu'est-ce qu'il cherche vraiment dans cette négociation? On commence à s'apercevoir une lueur d'espoir, oui, et on espère que ça va agrandir et pour finalement on arrive à un accord, mais peut-être pas encore suffisant, même si on dit que les deux parties belligérants ont trouvé certains points sur lesquels on arrivera à un consensus ou à un compromis. Là, sans préciser. Là, on attend, je dirais, que le deuxième tour, parce que finalement, c'est que les délégations doivent finalement retourner à la capitale pour discuter, pour réorienter le contenu, je dirais, de cette négociation. Cela dit, moi je pense que l'essentiel se joue encore sur le terrain militaire, notamment sur les trois fronts, je dirais dans le sud, autour de la capitale et autour de Kharkiv.
En tout cas, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Elsa, sur quoi peut-il encore réellement négocier? Alors, en fait, dans le reportage, c'était très bien dit, hein. C'est un peu tout le paradoxe de ce conflit qui est en cours en Ukraine. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des combats qui font rage avec là une avancée des Russes sur Kiev. Là, en ce moment, il y a un convoi long de 60 km de blindés qui s'avance vers Kiev. On se prépare à la bataille, la fameuse bataille de Kiev qui devrait normalement avoir lieu dans les heures qui vont arriver. Donc, d'un côté, vous avez des combats qui font rage. Il y a certaines villes là, je regarde en fait à la télé en même temps. Là, il y a une ville qui s'appelle Soumy. Je vois pas exactement où c'est sur la carte de l'Ukraine, mais c'est devenu un champ de ruines. Donc, d'un côté, des combats qui font rage, comme je l'ai dit, et aussi d'un côté, les négociations qui se poursuivent. Donc, c'est quelque part quand même quelque chose d'encourageant, c'est-à-dire qu'on se bat d'un côté, mais aussi il y a quand même une volonté de poursuivre le dialogue. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'avait bien dit hein, à ses concitoyens. Il n'attendait pas grand-chose de ce premier tour de négociation, mais effectivement, la bonne chose, c'est qu'il y en aura un autre. Donc même s'ils ont un petit peu discuté, en fait, je pense qu'hier, c'était plutôt l'idée de se rencontrer pour remettre encore une fois les choses à plat et dire nous, d'un côté, on veut ça, et de l'autre côté, on veut ça. On a vu que du côté russe comme du côté ukrainien, bon, les revendications sont toujours les mêmes, donc il n'y a pas eu vraiment d'avancée à ce niveau-là, mais la diplomatie continue, et de toute façon, c'est un conflit qui ne se résoudra que par la voie diplomatique, et je pense que toutes les parties s'y efforcent, et c'est une bonne chose. Donc les solutions diplomatiques Je dirais, sont encore oui, louables. j'ajoute qu'entre les revendications ouvertement déclarées et les propositions réellement, disons, données, il y a toujours écart. Pour le moment, par exemple, c'est qu'apparemment, les deux délégations se proposent toujours des revendications, disons, irréalisables aux yeux de l'autre, mais probablement ce qui se tourne, disons, ce qui se déroule effectivement, ce sont des conditions de concession effectives concernant le statut politique de l'Ukraine. Non-adhésion ou non, concernant les deux républiques et concernant, au moins le plus important, arrêt immédiat, je dirais, de combat d'envergure. Donc pour vous, les deux côtés n'ont pas proposé des choses acceptables pour chaque côté. Et Nicolas, quelles sont Non, les... on ne sait pas. C'est-à-dire que dans la déclaration, non. Mais je dirais que surtout, c'est sur la table. Est-ce qu'on échange, est-ce qu'on propose quelque chose de plus concret, réalisable, même si difficilement? Là, on ne sait pas. Et quelles sont des questions de fond pendant ces négociations, Nicolas? Non, bah, là, c'est clair qu'on est au tout début hein, des négociations, comme on vient de le dire, hein, que ce soit Elsa ou M. Chu, c'est déjà bien qu'il y ait un début de négociation. Au début, comme toujours, hein, chaque partie va dire, voilà, mes réclamations, c'est celle-ci, celle-ci, et je ne vais pas en démordre, mais en fait, au fur et à mesure des tours de négociation, je pense que normalement, on va aller naturellement vers un point médian hein, de compromis. Alors, pour l'instant, évidemment, bon, on reste assez flou dans les demandes, mais on imagine bien que du côté de la Russie, c'est simplement la reconnaissance hein, de la Crimée, des régions du Donbass, qu'elles deviennent indépendantes, et également aussi l'éviction certainement du gouvernement de M. Zelensky, hein, puisque les demandes des Russes, c'est de déposer que l'Ukraine dépose ses armes et ne rejoigne pas l'OTAN, et l'éviction de son ennemi juré, M. Zelensky. Du côté de l'Ukraine, bah, c'est plutôt voilà, c'est le feu, un arrêt des combats et un retrait des troupes. Et ensuite, peut-être une discussion sur le statut du rattachement de l'Ukraine à l'OTAN ou pas, ou à l'Union européenne. Donc ça va être au cours des négociations. Mais évidemment, chaque partie vient pour négocier en espérant d'avoir l'avantage. Et l'avantage, c'est sur le terrain que ça se passe, comme M. Chu l'avait dit aussi. C'est-à-dire qu'il y a les combats, il y a la négociation, mais les combats jouent sur la négociation. Qui va avoir l'avantage? C'est vrai que la prise, dont Elsa parlait là, peut-être la prise de Kiev, en tout cas, il va y avoir une attaque probablement sur Kiev, aura beaucoup de poids dans la balance pour les négociations. En tout cas, concernant les demandes de la Russie, le président Poutine a été très ferme, parce que peu de temps après, le président Poutine et le président Macron ont eu un échange téléphonique. Poutine a réaffirmé à Macron qu'une solution à la crise ukrainienne ne pourrait être trouvée que si les intérêts de sécurité de la Russie étaient pris en compte. Et Poutine a dit à Macron que la Russie était ouverte aux négociations et que les conditions pour résoudre la crise ukrainienne sont, je cite, la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée
et la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, et ensuite un statut neutre de Kiev. Monsieur Su, selon vous, les demandes de Poutine sont-elles irréconciliables pour les Occidentaux? Moi, je pense que en tant qu'observateur, euh, moi, je pense que le dossier Crimée reste, je dirais, suspendu, insoluble dans cette fois-ci. En revanche, je pense sur les deux républiques autoproclamées de Donbass. Mm. Là, moi, je pense, oui, c'est que quand on pense à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, là, la Russie peut changer de position. Fondamentalement, quand on pense aussi à la causalité et les raisons profondes de cette guerre toujours escalade sans cesse, c'est le statut politique futur, là, qui reste essentiel. Et Elsa, comment vous réagissez là-dessus sur l'échange téléphonique d'hier entre Poutine et Macron? Alors effectivement, il y a eu un long échange d'1 heure et demie entre les deux présidents, donc qui sont habitués au dialogue qui dure dans le temps. En fait, Emmanuel Macron voulait s'assurer de deux choses, c'est-à-dire il a demandé au président Poutine de sécuriser, entre guillemets, les axes routiers pour permettre aux gens qui désiraient quitter les grandes villes de pouvoir le faire en sécurité, ce qui est très important, hein. On l'a dit dans le reportage et vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, il y a 520 000 personnes qui ont quitté le sol ukrainien pour aller en Pologne, en Moldavie, en Roumanie, donc dans les pays limitrophes, mais aussi un peu plus loin, en Allemagne, en France. Il va certainement y avoir des accueils de réfugiés en France dans les prochains jours. Et il y a aussi la sécurisation des civils, tout simplement. Hein. Emmanuel Macron a demandé à Vladimir Poutine de protéger autant que faire se peut la vie des civils. Vladimir Poutine s'est engagé, entre guillemets, à respecter ces deux points. On sait que la confiance a été un petit peu ébréchée entre les deux hommes et on a vu dans les jours précédents que voilà, on a compris pourquoi. Hein, la confiance était rompue sur plusieurs points. Est-ce que Vladimir Poutine va s'y tenir? Voilà, tout le suspense est là, mais Emmanuel Macron, qui est à la fois président de la France et aussi président de l'Europe pendant 6 mois à la fin du mois de juin, prend vraiment son rôle très au sérieux. Il continue à se démener pour agir en faveur de la négociation, à agir en faveur des réfugiés et des futurs réfugiés et du bien des civils ukrainiens qui sont sous les bombes, je le rappelle, en ce moment. On ne veut pas voir la guerre continue. Surtout la guerre dure déjà depuis 6 jours. Va-t-elle perdurer selon vous, Nicolas? Moi, je pense que oui, tant que les négociations n'aboutissent pas, et tant que les visées stratégiques de la Russie ne sont pas réalisées, je pense ça va continuer. Ils vont prendre des plus grandes ampleurs. D'un côté, on voit que je pense que la Russie s'attendait peut-être pas à autant de résistance de la part de l'armée ukrainienne. Et bon, c'est vrai qu'elle est bien armée, les armes de l'Occident sont arrivées depuis déjà plusieurs jours, et ils ont les moyens de résister. On a vu qu'il y a certaines villes qui auraient été reprises, que Kiev, c'est pas si simple que ça à avoir. Il y aurait aussi des problèmes au niveau de carburant, même pour l'armée russe, de ravitaillement. Donc c'est pas si simple. L'Ukraine est un grand pays. Le peuple avait déjà l'expérience de la guerre depuis 2014. On rappelle le conflit au Donbass. Donc déjà c'était ancré dans les mentalités en fait que l'Ukraine était dans un état de semi-guerre permanent en fait. Même si on l'oublie un peu de nous en tant que vivant à l'étranger, vivant pas dans ce pays, mais dans le pays pour eux il y avait quand même un conflit qui se trouvait dans le Donbass depuis 2014. Et ils sont psychologiquement prêts. D'ailleurs on voit beaucoup d'Ukrainiens qui vivent dans d'autres pays, par exemple en Pologne, qui reviennent se battre en Ukraine. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une surprise peut-être de l'armée russe de voir qu'il y a plus de résistance que prévu et les combats ont l'air d'être plus longs et le conflit risque de durer un petit peu. Ouais. Et en plus, on sait que les États-Unis, l'Allemagne et la France ont livré des quantités significatives d'armements à l'armée ukrainienne. Et parallèlement, l'Ukraine et la Russie ont tenu des négociations. Ils vont encore tenir des deuxième cycle de négociations. Donc on voit les deux séquences assez contradictoires. Qu'est-ce que cela indique comme orientation dans cette crise, Monsieur Su? D'abord, moi, je vais ajouter les propos de Nicolas. Il existe bien sûr plusieurs scénarios.
pour dire que si la guerre va perdurer ou non. Vu par exemple la tendance, je crois personnellement que la guerre de grande envergure pourrait éviter, comme le siège ou la prise de Kiev, là, mais en revanche, des accrochages, par exemple, des conflits, disons, de faible intensité autour de Donbass pourraient encore durer plus longtemps. Concernant, je dirais, l'attitude des Occidentaux, notamment les membres de l'OTAN, d'une part, si on voit par exemple c'est que la Russie a fait une sorte de mobilisation nucléaire, entre guillemets, pour avertir, voilà, il n'y a pas d'engagement militaire comme avertissement. Et d'autre part, c'est que les convois, l'assistance matérielle, technique, va continuer à renforcer. Ça va encore compliquer les choses, mais l'essentiel, c'est l'objectif du Kremlin. Faut-il simplement qu'on se termine s'il juge que l'objectif de cette guerre de frappe ou de punition est terminé, alors là, c'est le retrait. Ou par exemple, il veut vraiment intensifier et renforcer en franchissant certaines lignes rouges en prenant, en occupant de grandes villes. Là, je dirais que voilà, on aurait, un risque d'élargissement, de conflits, escalade. Et personnellement, bien sûr, comme tout le monde, on estime, on souhaite qu'il y a une désescalade et l'arrêt immédiat des grandes batailles. Donc, à votre avis, on pourra envisager encore une désescalade? Bien sûr, c'est le moyen diplomatique pour le moment qui ouvre un lueur d'espoir. Mais l'essentiel, moi je pense, on est seulement le début. C'est dans le deuxième tour ou les tours suivantes qu'on voit si, par exemple, les délégations proposent vraiment quelque chose sur le point médian. Et Elsa, pour que puisse acceptable à tous. Elsa, quel est votre avis sur ces deux séquences assez contradictoires, c'est-à-dire d'un côté, on a l'impression que le conflit va s'intensifier avec les armements de plus en plus alourdis, et d'autre côté, la Russie et l'Ukraine cherchent à trouver à se rencontrer, à tenir des pourparlers. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est tout le paradoxe de ce conflit en cours. D'un côté les négociations et d'un côté les combats. Et Nicolas l'a très bien dit, hein, de toute façon, les Ukrainiens sont déterminés à en découdre. Je pense qu'ils ne rendront pas les armes aussi facilement. Là, on voit que les habitants de Kiev sont en train de s'armer. Les civils qui veulent se battre ont des armes à leur disposition. Et on va certainement assister à un théâtre de guérilla urbaine, ce qui est redouté sans doute par les Russes, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une guérilla urbaine avec des gens qui sont tapis chez eux, qui tirent d'en haut. Et du coup, les fantassins se retrouvent un petit peu pris au piège dans une ville, hein, donc c'est pas un terrain vague avec des échappatoires faciles, donc c'est forcément plus compliqué. Moi, ce que je disais en fait la dernière fois dans les émissions précédentes, c'est que l'Ukraine était seule. Et en fait, on se rend compte qu'elle est seule sur le terrain, mais elle n'est plus seule. Elle est épaulée par tout, mais vraiment, il y a eu un bloc. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire de l'Europe et de l'Union européenne moderne. C'est-à-dire que là, tous les pays de l'Union européenne et de l'Europe, même non membres de l'Union européenne, sont avec l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils envoient des armes, du matériel militaire, du matériel humanitaire, parce que n'oublions pas qu'il y a des réfugiés, il y a des civils qui souffrent en ce moment. Il n'y a pas que les militaires, hein, mais voilà, donc il y a vraiment un bloc énorme qui se fait derrière les Ukrainiens. Et de là à savoir si le conflit va perdurer dans le temps, malheureusement, je crois que c'est impossible à dire. C'est un peu une situation qui change au jour le jour. Là, on voit que vraiment, il y a eu une intensification du conflit, de l'offensive, pardon, du côté russe. On ne sait pas ce que ça va donner aujourd'hui. Est-ce que Kiev tombera pas? Je pense que c'est très 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 difficile à prédire, et je n'oserais surtout pas faire de spéculation à ce sujet. Et après la réunion de lundi, la Russie a annoncé que Moscou et Kiev avaient trouvé des points sur lesquels ils pourraient parvenir à un terrain d'entente via des pourparlers. Au même moment, les sanctions économiques occidentales commençaient à prendre effet en Russie, et plus de détails depuis Moscou.
Et donc les Occidentaux ont multiplié les sanctions contre la Russie, et ces sanctions vont-elles mettre la Russie en difficulté vraiment, Nicolas? Alors oui, là donc il y a eu plusieurs trains de sanctions, hein. On a commencé doucement, on va dire, hein, en ciblant des personnes, ciblant des intérêts particuliers dans la région, et puis avec l'escalade, hein, évidemment, avec l'enlisement de la situation, les sanctions se sont alourdies d'un coup, et là, la fameuse sanction, l'exclusion du SWIFT, hein, de la plupart des banques de la Russie, du système SWIFT, hein, qui est disons, un outil pour que les banques puissent faire des transactions de communication, en fait. Et donc, il y a une grande partie de ces banques qui sont exclues du système SWIFT. Il y a également, donc ça c'était déjà un argument, est-ce que les Occidentaux, les États-Unis étaient prêts à faire cette exclusion, hein, sachant que c'était vraiment une mesure assez radicale. Là, elle a été prise, pas pour tout, parce que les hydrocarbures, par exemple, hein, tout ce qui est pour l'énergie, ça a été mis de côté. On pourra en revenir plus tard. Il y a également aussi le gel des réserves de la Banque centrale russe à l'étranger, qui ont été bloquées. Et ça, c'est une mesure extrêmement forte aussi, parce que justement, là, ça isole encore plus la Russie. La Russie a tablé sur une réserve de devises étrangères d'environ 530 milliards d'euros. Et là, pour soutenir son économie, pour soutenir la chute du rouble, et là, cette fois-ci, il y aura une grande partie, voire presque la moitié de ces réserves qui vont être bloquées. Donc ça met effectivement Moscou dans une situation très difficile pour sauver en fait sa monnaie et garder le pouvoir d'achat à l'intérieur de la Russie et pouvoir simplement la population contrôler le mécontentement grandissant de la population en cas voilà, si ces sanctions durent encore plus longtemps. Sachant en plus que voilà, il y aura des sanctions même toujours pour des pays qui étaient soi-disant voilà, connus pour leur neutralité bancaire, pour ne pas nommer la Suisse, qui, ce genre de pays, aussi acceptent de suivre les sanctions occidentales. Donc ça montre qu'il y a quand même un élan vers ces sanctions financières punitives contre contre les banques du pays, contre aussi les personnes, les oligarques, les milliardaires russes qui sont proches du régime. Mais de son côté, la Russie affirme que ces sanctions auront un impact économique très limité, enfin assez limité pour l'économie russe. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bah, c'est aussi voilà, c'est un jeu de poker menteur, hein, on va dire non, ça ne nous touche pas, ces sanctions, vous pouvez y aller, on est prêt. Mais je pense que là, cette fois-ci, apparemment, en fait, en touchant avec le SWIFT et la banque centrale d'un grand pays comme la Russie, ça n'a jamais été fait, je crois. Et bien cette fois-ci, ça touche vraiment le trésor de guerre de Vladimir Poutine, justement, qui permettait de contrôler ces sanctions. Donc c'est là où ça touche les intérêts fondamentaux. Et on a vu qu'il y a une réaction de Vladimir Poutine où on voit qu'il est prêt, malheureusement, il a parlé de la possibilité d'utiliser les armes de dissuasion nucléaire. Donc ça montre que vraiment, voilà, on change de registre. Et là, ça fait un petit peu peur au niveau de cette escalade. Et Monsieur Xu, selon vous, est-ce que la Russie est prête à réagir et comment va-t-elle réagir? Va-t-elle prendre des mesures similaires? D'abord, moi, je pense que les sanctions classiques, la Russie, comme l'Iran, s'appuient depuis longtemps. Et cette fois-ci, vraiment, c'est du point de vue de l'ampleur, notamment, disons, les domaines, non seulement les transactions classiques, mais aussi la Banque centrale de la Russie. Ça allait encore plus loin que, d'une part, est-ce que la Russie, du point de vue de son état financier, aujourd'hui, peut résister pendant longtemps de temps, un point d'interrogation. Et deuxièmement, ce sont des sanctions, je dirais, non pas seulement unilatérales, mais aussi c'est que l'Europe va payer fort aussi. Quand on pense l'échange bilatéral entre les deux parties, notamment à travers le pilier énergétique. Donc, les deux parties sont les perdants, si vous voulez, entre guillemets. C'est que ça va durer combien de temps? Là, encore, un grand point d'interrogation. Et qu'on le sait, par exemple, que depuis 2014, après l'affaire de Crimée, la Russie se prépare à un dispositif bancaire, interbancaire, à l'intérieur. Ça touche environ 20-25% de ces échanges interbancaires. Maintenant qu'il veut élargir, je dirais, cette activité pour réduire le maximum les effets négatifs de ces sanctions, est-ce que la Russie va réussir? Encore un point d'interrogation. Parce que cette fois-ci, c'est la première fois, comme Nicolas a indiqué,
que la sanction touche à ce niveau-là. Et en parlant de l'impact pour l'Europe, Elsa, les pays européens, ils ont posé des sanctions contre la Russie, ils ont donné des aides militaires à l'Ukraine, et donc ont-ils réagi d'une façon qui répond à leurs propres intérêts? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un bloc vraiment européen complètement inédit. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, la Suisse est sortie de sa neutralité légendaire. Je veux dire, ça, c'est du jamais vu dans l'histoire, en fait, hein. La Suisse est sortie de sa neutralité légendaire pour imposer les mêmes sanctions, toutes celles qui ont été prises par l'Union européenne contre la Russie. La principauté de Monaco également. Il faut savoir que Monaco, il y a 750 résidents permanents russes qui habitent à Monaco toute l'année. Donc, en fait, en faisant ça, Monaco touche aussi à son propre portefeuille. Enfin, je veux dire, l'Union européenne n'a pas eu peur de se mettre quelque part en danger, puisque de toute façon, les sanctions contre la Russie auront forcément une répercussion sur notre économie aussi. Le prix de l'essence, il a augmenté de manière très forte déjà ces 2 dernières semaines. Je pense que le prix de l'énergie va continuer à augmenter très fortement. Après, et puis il n'y a pas que sur le plan économique que les sanctions ont été prises. Je veux dire, la Russie est en train de s'isoler totalement. C'est-à-dire que par exemple, la Russie ne pourra pas participer à la Coupe du Monde de football en 2022. On a retiré à Vladimir Poutine son titre de président honorifique de la Ligue de judo. Je veux dire, c'est quand même très fort. Enfin, je veux dire, même il y a des oligarques russes qui commencent à prendre leur distance avec Vladimir Poutine parce qu'ils sentent bien que leur fonds, enfin leur fortune est menacée à cause de ce conflit. Donc forcément, à un moment donné, je pense qu'il y a des Russes qui vont devoir faire un choix également. Donc pour répondre, en fait, pour revenir pardon, à votre question principale, c'est que oui, il y a un bloc européen très, très net contre la Russie, tout simplement. Là, je voyais tout à l'heure Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui a dit qu'il voulait, alors je ne sais pas si c'est le mot exact, mais il voulait démolir l'économie russe. Je veux dire, là, maintenant, il y a plus de, c'est un point de non-retour. Voilà, c'est tout le monde, c'est la Russie contre le reste du monde. Voilà. Le risque, c'est de pousser la Russie dans ses derniers retranchements, d'être au pied du mur et d'agir de manière encore plus brutale, entre guillemets. C'est ça le risque. Ouais. De toute façon, Parce que c'est aussi nos agriculteurs qui pourront être touchés, par exemple, à l'alimentation pour le bétail. Il y a beaucoup de blé qui vient de Russie. Il y a des engrais pour les engrais aussi. Ça va nous retomber dessus forcément, mais c'est un risque à prendre. Mais de toute façon, on voit la détermination et la solidarité européenne, et surtout que la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a déclaré que l'UE souhaite que l'Ukraine rejoigne le bloc atlantique. Donc on voit un peu la détermination de l'Europe. Et Monsieur Xu, si on parle de la Chine, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu par téléphone avec son homologue britannique et les hauts responsables de l'UE sur la situation en Ukraine et quelle est la position de la Chine fondamentale sur la crise ukrainienne. Wang Yi a parlé plusieurs points, à ma connaissance. Je pense qu'il faut voir plutôt essentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas les parties prenantes. Donc ça nous permet de faire juger pas tout à fait noir ou blanc, mais c'est de voir chaque action à sa limite, à sa nature pour juger, pour prendre l'attitude. L'essentiel, c'est encore ce principe de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire pas à l'occupation ou appropriation territoriale de l'un ou de l'autre. Et deuxième, c'est surtout la sécurité réciproque. C'est qu'un pays, je dirais, ne doit pas faire consolider, renforcer sa sécurité au détriment de l'autre. C'est la base d'une éventuelle compromis ou de négociation sur la sortie de la guerre. C'est-à-dire que quand vous renforcez la sécurité, il faut penser de l'autre. Si unilatéralement, on le fait au détriment de l'autre, alors que la gêne ou la cause, l'origine de conflits éventuels existe. C'est sûr qu'on ne peut que compter sur une solution par la voie diplomatique et c'est pour ça que le prochain cycle de pourparlers de paix russo-ukrainien aura lieu dans les prochains jours à la frontière polono-biélorusse et on va continuer à suivre l'évolution de la crise en Ukraine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Merci Nicolas, merci Monsieur Xu et Elsa de votre échange. Je vous retrouve dans la prochaine édition de l'Essentiel. À très bientôt.